messieurs, chers internautes de Sénactu 7, bonsoir et bienvenue dans votre émission Semaine politique. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau le secrétaire général adjoint de l'ex-parti PASTEF, Monsieur Ibrahima Thiam. Monsieur Thiam, bonsoir. Bonsoir, Adja Marem, Mamdiara. Un plaisir également de venir pour la première fois à votre studio, Sénactu 7. Dont je profite de l'occasion pour féliciter le promoteur et l'ensemble des administrateurs, des jeunes employés du groupe. Une occasion pour moi de vous encourager en tant que jeune Sénégalais qui évolue dans le milieu audiovisuel. Et je vous encourage et je vous félicite. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Thiam, sur la situation politique actuelle, le président de la République a fait appel à un dialogue pour que l'on fixe une date pour l'élection présidentielle. Quelle est votre perception par rapport à ce dialogue? Bon, une perception comme l'ensemble des acteurs politiques. Si je ne me trompe pas, cet appel au dialogue, je crois que c'est la troisième ou la quatrième fois que le président de la République fait appel à un dialogue suite à des tensions et des crises politiques. Donc, on n'attend pas grand-chose comme recommandation issue de ce dialogue. Si on se refait hier par rapport à la première journée, on a vu les parties prenantes qui étaient présentes à ce dialogue, même si on sait que le fondement même de cette crise politique, c'est une crise entre acteurs politiques qui a un peu touché les institutions comme le Conseil constitutionnel et le Parlement. L'ensemble des acteurs retenus comme candidats à l'élection présidentielle n'ont pas été présents hier au dialogue. Ce qu'on a vu, c'est des parties prenantes, même si que c'est des forces vives de la nation, qui étaient venus pour un peu, entre guillemets, faire le show, parce que ce qu'on attendait... Vous avez considéré que c'était du show? Ce qu'on attendait réellement par rapport à cette crise, qui a même poussé le président à faire un appel au dialogue, c'est choisir une date pour l'élection présidentielle. Si je ne me trompe pas, il n'y a que 2 ou 3 intervenants hier sur presque une cérémonie qui a duré de 17h à presque 21h. Il y a peut-être 3 intervenants qui ont fait des recommandations très précises et des propositions par rapport à ces dates. Mais l'ensemble des intervenants n'ont pas touché un mot par rapport à ce qu'on attend de ce dialogue. Donc nous, en tant qu'acteurs politiques, l'histoire nous donne raison de ne pas participer hier à ce dialogue. Ouais. Alors, concernant les allégations comme quoi le président Ousmane Sonko aurait eu des négociations avec le président. Alors, ce matin, à la une du journal La Tribune, Cheikh Yérim Seck a avancé que le président de la République et Ousmane Sonko auraient négocié et le 3e point serait l'amnistie. Et si aujourd'hui on entend le président parler d'une introduction de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour l'amnistie, est-ce que le doute qui s'installe n'est pas légitime? Je crois que je l'ai dit il y a moins d'une semaine dans un plateau de télé, quand le journaliste m'avait posé une question, est-ce que le président Sonko discute ou bien dialogue ou bien est en concertation avec le président de la République? Je vais donner la même réponse. J'avais dit et je confirme mes propos que s'il s'agit de l'intérêt général, donc nous sommes des acteurs politiques, on aspire à diriger le pays. Et quand on aspire à diriger un pays suite à une crise politique, force est de reconnaître que, ne serait-ce pour l'intérêt de la paix générale, il faut discuter pour essayer de trouver une solution. Donc, je ne trouve pas un problème par rapport à des concertations entre le président Ousmane Sonko et le président de la République. Donc, vous affirmez qu'il y a eu concertation? J'affirme pas. C'est un avis. Mais vous n'affirmez pas aussi? C'est un avis que je consomme. Et je l'ai dit, comme j'ai dit il y a une semaine de cela dans un plateau télé, que ne serait-ce pour la paix et la stabilité de notre pays, parce que la crise que nous sommes en train de vivre dépasse même les politiques. Donc, c'est une crise qui touche l'ensemble du pays et l'ensemble des secteurs. Donc, nous, en tant qu'acteurs politiques, on n'hésite pas à hériter un pays dans peut-être quelques jours, quelques mois, un pays qui est mis dans le chaos. Donc, nous, pour trouver une solution par rapport à la paix générale, donc nous, on ne rejette pas une discussion avec le président de la République pour trouver une solution pour que la ville reprenne. Alors, c'est vrai, votre avis compte, mais là, on a besoin d'éclaircissement, de clarification sur la véracité aujourd'hui de ces allégations, comme quoi, parce qu'aujourd'hui, si l'on entend le président parler d'amnistie, et aussi il y a le président Ousmane Sonko qui disait qu'il ne va pas au dialogue en ayant
un pistolet sur la tempe et que il faisait allusion à ces détenus dits politiques. On avait vu une vague de libération des détenus dits politiques. Si aujourd'hui, on voit que le président va en ce sens en libérant des détenus dits politiques de jour en jour et qu'on parle d'amnistie, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas légitime encore une fois de parler Je pense il faut pas se tomber dans l'analyse ou bien dans le piège que, voilà, Ousmane Sonko a dit qu'il ne participera pas au dialogue ou bien est-ce que s'il va le faire, bon, c'est pas mal qui vient. Je pense que, nous, on n'a jamais refusé de parler avec le président de la République. Si je prends l'exemple du Covid, c'était une crise sanitaire qui avait impacté l'ensemble du pays et l'ensemble des secteurs. Le président Macky Sall avait fait un appel à l'ensemble des forces vives de la nation, y compris les acteurs politiques. Je rappelle, à l'époque, en 2019, les relations entre les deux hommes étaient beaucoup plus tendues qu'en 2024. Mais n'empêche, le contexte a évolué. Mais n'empêche, le président Ousmane Sonko, suite à une requête du bureau politique, avait donné l'avis du bureau politique et l'ensemble avait décidé qu'il est nécessaire d'aller répondre à l'appel du président de la République en lui soumettant des recommandations et des propositions pour une sorte de crise sanitaire et économique. Donc nous, on n'a jamais fermé la porte à une consultation avec l'autorité. Parce qu'encore une fois, on aspire à gérer un pays. Or, quand tu aspires à gérer un pays, il faut discuter avec l'ensemble des parties prenantes qui composent la nation parce que les acteurs politiques, ils sont juste des parties prenantes de l'ensemble des acteurs qui composent une nation. Donc, il est important de préciser ça et éviter de se mettre dans une logique. Donc, le président Sonko avait dit qu'il ne participer pas à un dialogue. Donc, le Sénégal vit une situation de tension et de crise politique depuis 2021. 3 ans après, l'ensemble des secteurs sont touchés. Donc, nous, en tant que patriotes, et si je prends l'exemple, depuis qu'on a commencé à libérer les détenus, on a senti un étouffement et une ère de stabilité et de paix. Donc, depuis 2 semaines, il n'y a pas une coupure d'Internet, à part les manifestations de la société civile. Donc, on voit que les choses commencent à prendre forme. Et je pense qu'hier, le président de la République est même revenu sur la loi d'amnistie pour essayer de voir, de militer la paix et la réconciliation. C'est important parce que aussi, nous sommes tous des Sénégalais. On a senti depuis longtemps une tension entre les acteurs politiques, entre même les Sénégalais. Et je pense que ça, c'est pas normal. Donc, lui, le président de la République a envie de quitter le pays en se basant sur des fondements. Même si il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des manifestations, il y a eu le président Ousmane Sonko depuis presque 4 ans, ce qu'il a vécu. Donc, personne en tant qu'acteur politique depuis l'indépendance n'a vécu ça. Alors. À part Mamadou Diop, bien sûr. Alors. Donc, si le président Ousmane Sonko juge nécessaire, ne serait-ce pour l'intérêt général des Sénégalais, de parler avec le président de la République, moi, personnellement, je n'en trouve pas un problème. Très bien. Alors, vous les patriotes, vous avez toujours combattu pour la justice, l'égalité des chances et la liberté, voilà, les valeurs démocratiques. Aujourd'hui, quelle est votre perception par rapport à cette loi d'amnistie qui va être introduite, qui aujourd'hui pourrait effacer, je vais dire, tous les faits, parce que l'amnistie, c'est pour les faits, alors que il y a eu plus de 63 morts concernant les manifestations et qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que justice devrait être faite aujourd'hui et mettre en lumière aujourd'hui les morts qu'il y a eu lors de ces manifestations, même si on veut parler de réconciliation, du renouveau, mais la justice doit être là et impartiale. Nous sommes des militants de la justice et de la paix sociale également. Nous sommes dans l'opposition, ce n'est pas nous qui détenons le pouvoir. Mais vous êtes des acteurs politiques. C'est le président de la République. C'est le président de la République qui a le pouvoir d'amnistier ou pas. Donc nous, ce n'est pas une de nos propositions ou pas. Mais vous avez des représentants au niveau de l'Assemblée. On attend. Vous pouvez aujourd'hui faire entendre votre voix. Ça dépend. On attend de voir le contenu de cette loi pour ensuite apprécier. Mais naturellement, pour amnistier, il a parlé de réconciliation. Et dans son contexte, naturellement, quand il parle d'amnistie, tout le monde pense aux faits qui se sont passés lors des manifestations. Et ces faits, il y a eu, je rappelle, des morts. Effectivement, on attend de voir la composition de cette proposition, de ce projet de loi. Concernant l'amnistie, pour pouvoir apprécier si on va voter ou pas. De toute façon,
nous sommes des militants de la justice sociale et de la paix sociale également, et de la réduction des comptes. Donc, on attend de voir le contenu de ce projet de loi pour pouvoir apprécier à nos députés et préparer l'opinion par rapport à ça. Alors, Bassirou Diomaye Faye, le plan B de Ousmane Sonko, actuellement en milieu de détention. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails concernant sa situation actuelle aujourd'hui? Bon, j'ai pas eu la chance de le rencontrer personnellement, mais la semaine passée, j'étais au Cap Manuel pour voir des amis et quand même pour le voir. Et malheureusement, ils ont changé la date de visite. Donc, au début, c'était les lundis et les jeudis qu'ils recevaient. Mais actuellement, c'est uniquement que les mardis. Ils ont même changé du cabinet d'instruction pour avoir un permis de visite. Bon, le permis que j'avais, bon, c'était erroné. Donc, il va falloir Vous en trouvez un autre. retrouver un autre niveau du premier cabinet pour avoir le permis pour le voir. Bon, on espère entre-temps, il va sortir pour battre campagne. Mais d'après les proches qui sont là-bas, donc, comme toujours, il est serein. Il a un bon état d'esprit comme notre leader et comme l'ensemble des détenus politiques. Parce que ce qui est important de voir, c'est que nous sommes préparés par rapport à cette épreuve. Donc, le président Ousmane Sonko nous a toujours préparés par rapport à ce qui nous attend devant nous, parce qu'on aspire à gérer une nation. On a théorisé le patriotisme. Et quand on dit patriote, donc, il faut être prêt à toutes les épreuves. Donc, que ce soit Bassirou, le président Ousmane Sonko, d'après les échos que j'ai, donc, ils se portent bien. Donc, ils ont l'esprit et l'esprit combatif. Donc, parfois, ils nous envoient des messages par rapport aux avocats, donc aux des stratégies politiques, même des appels. Donc, ils se portent bien. Alors, justement, par rapport à ces stratégies politiques, avec sa détention, cela n'affecte pas la coalition et ses préparatifs pour l'élection en cours? Effectivement, c'est naturel dans l'ordre des choses. Bon, une personne qui est candidat à une élection présidentielle a besoin de la mobilité et de la communication. Même les populations ont besoin de le voir et ça rassure un peu. Mais ça ne nous empêche pas que nous, on a un appareil politique qui fonctionne bien. Donc, nous avons une présence. Nous avons maintenant l'expérience politique pour voir comment battre campagne et comment gagner une élection. Je pense que ça ne va pas impacter son absence pour le moment. Tout est en train de bien être coordonné. Donc, nous sommes prêts pour une campagne. Donc, tout est à un niveau extrêmement important pour gagner cette élection, même si on ne le souhaite pas, il reste en détention toujours. Alors, comment comptez-vous justement faire valoir aujourd'hui ces droits civils et politiques sur la scène politique? Bon, c'est comme notre président également et l'ensemble des jeunes détenus politiques, ils étaient des milliers et à la moitié qui sont sortis. Donc, on reste optimiste par rapport à la libération des autres. Mais comme ils l'ont fait avec les jeunes détenus, donc c'est eux qui ont privé de liberté. En 2 jours, 3 jours, ils ont fait des libertés provisoires. Donc, on espère aussi pour demain. De toute façon, le président de la République, par rapport à sa dernière sortie de presse, avait donné des garanties. Mais nous, pour le moment, non. Justement parce que les avocats de Bassirou Diomaye Faye ont préféré ne pas introduire cette demande de liberté provisoire. Effectivement, ça, c'est un aveu, parce que nous, on n'a rien à nous reprocher. Peut-être à partir d'un post Facebook, liberté d'expression, on te prive de liberté pendant presque 9, 10, presque 1 an. Donc, si vous jugez que nous, on va faire une demande de liberté provisoire, donc ça, je pense que personnellement, c'est juste un aveu. C'est accepter que, voilà, les choses qu'on vous reproche. Donc, on attend maintenant le parquet, parce que le procureur va activer ses appareils. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un aperçu du programme de Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui, avant même d'aller, par exemple, au programme? Pensez-vous qu'un substitut de candidat comme Bassirou Diomaye Faye est vraiment ou à l'envergure de Ousmane Sonko qui pourrait aujourd'hui permettre que vous gagnez au premier tour, comme vous le présagez tout le temps? Comme j'ai dit, on a un bon appareil politique. Nous avons même l'expérience même des élections. Je pense que mais c'était avec un autre candidat. Ces élections présidentielles de 2024, c'est notre deuxième élection présidentielle après de 2019. Depuis 2017, nous participons aux élections locales, législatives et même présidentielles. On a un appareil qui fonctionne bien. On a des stratégies. On a un programme politique déjà ficelé et prêt à exécuter depuis 6 mois, 8 mois. Donc, je rappelle la dernière sortie du président Ousmane Sonko, je crois que c'était au mois de juin-juillet.
il avait fait une sortie pour parler un peu de son programme politique. Donc, je rappelle qu'à l'époque, c'était quand il vivait les 50 jours de barricade. Donc, il avait fait une sortie pour parler un peu du programme qui est composé de 35 thèmes. Vous pouvez les étaler? Donc, bon, on ne peut pas tout En étaler. résumé, bien sûr. On ne peut pas tout étaler parce qu'on comptait lancer une présentation du programme, je crois, il y a 3 semaines de cela. La coalition avait convoqué la presse, les acteurs, pour présenter un peu le projet de programme de Diomaye 2024, qui est juste un soubassement du programme Jotna de président Ousmane Sonko. Donc, c'est un programme qui est composé de 35 thèmes avec des stratégies et des programmes d'ajustement sectoriel. Donc, pour ne pas trop m'avancer, parce qu'officiellement, on n'a pas fait cette présentation, donc pour beaucoup plus de prudence, tout ça. Mais je vous rappelle que c'est un programme politique qui a été produit depuis au lendemain même de l'élection présidentielle de 2019. Donc, ça a pris du temps. C'était un programme inclusif. L'ensemble des parties prenantes, que ce soit les cadres du parti, les personnes ressources, que ce soit au niveau du Sénégal et même de la diaspora, ils ont mis presque pendant plus de 3 ans à réfléchir sur un programme stratégique à proposer aux Sénégalais et à être prêt à exécuter. Et je vous assure que le moment venu de présentation, donc les Sénégalais sont très ravis et surpris par rapport à notre présentation. Je rappelle juste par rapport à notre programme politique, donc je pense que le Sénégal ne manque pas de documents. Comme j'ai l'habitude de le dire en tant qu'économiste et un cadre du secteur privé, donc ce qui manque en réel par rapport à notre économie, c'est juste d'avoir la volonté de travail pour son pays, en se basant sur des fondements de bonne gouvernance, en se basant également sur une volonté du président de la République, du gouvernement à bâtir une nation compétitive et productive. Depuis toujours, quand je prends l'exemple de l'emploi, si je prends ces 10 dernières années, donc le taux de chômage a doublé. Quand il venait, le président Macky Sall en 2012, j'avais la chance de participer à un forum de l'emploi des jeunes. À l'époque, en 2014, on lui avait fait des propositions de recommandations pour trouver des solutions par rapport à l'emploi des jeunes. Justement, en tant qu'économiste, quelle est aujourd'hui la voie à l'époque, le taux de chômage était de 12% en 2012. Actuellement, dans le dernier trimestre de 2023, le taux de chômage se retrouve à 25%. Donc, qu'est-ce qu'il explique? Le taux de chômage a doublé. Si je prends l'exemple de l'emploi. Et au même moment, il y a plus de 545 milliards qui sont injectés dans le programme de l'emploi au niveau du Sénégal. Mais il n'a pas eu d'impact. Ce qu'on voit, un chômage qui augmente, les jeunes qui reprennent la mer pour avoir une vie meilleure, c'est juste des mauvaises stratégies. Donc nous, par rapport à tout ça, donc on a essayé de faire le diagnostic et de proposer des solutions et des stratégies sectorielles bien définies et très efficaces par rapport à ça. Donc, par rapport à votre question, donc nous, on compte faire une nation de production. Par exemple, si on se base sur la production du secteur primaire avec une transformation du secteur primaire, de l'ensemble des secteurs productifs à valeur ajoutée directe. Parce que je rappelle que on a l'habitude de dire que le secteur de l'agriculture occupe 70%. C'est les statistiques à vérifier. Mais ce qu'on observe par rapport à l'agriculture, on voit juste l'agribusiness qui domine. Si on mesure les statistiques des exportations du Sénégal, on voit qu'il y a de bons chiffres. Mais ces chiffres sont produits par des multinationales qui font de l'agribusiness, qui occupent des terres. D'où la croissance dont on parle. D'où la croissance par rapport à ce secteur. Donc, c'est pas. Nous, on propose une agriculture familiale en donnant une autonomie à l'agriculture familiale qui était une pratique qui marchait bien à l'époque. Donc, on compte encadrer, juste moderniser un peu. Moderniser, donner les outils nécessaires en termes d'intrants, en termes de matériel agricole pour permettre, je prends l'exemple du secteur secondaire, pour permettre au premier secteur agricole, quand on dit agriculture, c'est la pêche, l'artisanat, l'élevage, c'est toute une chaîne de valeur qui sont liées et qui peut absorber la main d'œuvre. Mais ce qu'on a, c'est quand vous faites une tournée au niveau national, on sent une absence de coordination dans le secteur agricole. On voit à chaque fois la même pratique. Donc, vers l'hivernage, le gouvernement donne des bons agricoles, des engrais comme d'habitude. Après, il y a les coopératives qui prêtent. Je pense qu'il faut revoir tout ça, donner une autonomie
aux producteurs agricoles, aux GIE, aux groupements agricoles, que ce soit en termes de liserie, horticulture, dans presque tout. Si on prend l'exemple de la Casamance, mais uniquement si on fait une bonne stratégie par rapport à cette région verte, je pense qu'on peut trouver beaucoup de stratégies. Donc, je pense que c'est pas encore officiellement défini pour présenter notre programme, mais je donne tous l'exemple du secteur agricole et du secteur de l'emploi. Pour l'emploi également, c'est la même chose. Donc, il y a presque 540 milliards qui sont injectés. Si je prends l'exemple de la dernière concertation sur l'emploi des jeunes que le président avait organisé à Diamniadio, il avait annoncé 450 milliards, plus les milliards qu'on a injectés. Peut-être entre-temps, il a injecté moins de 100 milliards par rapport au prix de la vie, mais on ne trouve pas une solution. Donc, nous, c'est pas pour toutes ces stratégies. Par exemple, la question de l'emploi, parce que tous les ministères ont des programmes de l'emploi des jeunes. Or, pour régler ce problème, c'est le secteur privé, d'une part, qui a la grande responsabilité. Si je prends votre exemple, vous, en tant que jeune start-up qui évolue dans le milieu du secteur privé, si votre business marche, vous êtes peut-être une dizaine, mais si votre business marche, vous gagnez des marchés et des équipes, vous pouvez avoir peut-être une centaine de main-d'œuvre que vous allez recruter. Et je pense que c'est valable dans tous les secteurs. Donc, il faut avoir un environnement économique favorable à l'emploi et à l'employabilité et à l'investissement privé pour pouvoir capter de la valeur ajoutée. Parce que je rappelle que tant que des services dominent notre économie, et actuellement, depuis presque 50 ans, ce sont les services qui dominent notre économie. Et ces services sont portés par les multinationales en majeure partie. Donc, l'idée est de vraiment valoriser le secteur privé pour que, à vous entendre, vous mettez vraiment en avant l'industrialisation afin qu'aujourd'hui le secteur privé puisse vraiment participer aujourd'hui au développement. Et c'est naturellement ça qu'il faut en fait. Je n'ai même pas parlé de l'industrialisation, j'ai juste donné le secteur secondaire et peut-être parler mais uniquement l'industrie. Comme je rappelle que depuis 1996, le Sénégal n'a pas, entre guillemets, une politique. Le Sénégal n'a pas une politique industrielle. À l'époque, quand j'étais jeune, même quand on était étudiant en économie, on nous faisait la genèse des politiques publiques du Sénégal. Mais depuis 1996, au début, le Sénégal avait une politique industrielle. Avant 1996, la dévaluation et le programme d'ajustement de la FMI, du FMI. Mais dès que les programmes d'ajustement sont intervenus dans l'ensemble des pays africains, en particulier le Sénégal, la politique industrielle a presque disparu. Donc, à ce moment, il y a moins de 10% d'industries qui continuent à exister. Et parfois, ce ne sont pas des Sénégalais, ce sont des multinationales, bien pour ne pas trop catégoriser, des Libanais, tout ça, qui sont dans l'industrie. Et malgré ça, donc, ils emploient beaucoup de gens. Mais les questions centrales restent toujours d'actualité. Et nous, par rapport à tout ça, donc, on a essayé de... Je rappelle, en Wolof, notre programme s'appelle Jotna Nuye pour Bok. C'est-à-dire qu'il est temps que ce qui nous appartient nous revient en tant que Sénégalais et en tant que national. Même si, entre guillemets, ce n'est pas du nationalisme, bien, on va vivre en autarcie. Nous allons produire une économie basée sur le local, tout en ayant des partenariats gagnant-gagnant avec des extérieurs qui peuvent nous faire valoir des transferts de technologie et des échanges commerciaux qui pourront impacter notre balance commerciale. En résumé, nous, par rapport à toutes ces questions, on a fait l'inventaire, que ce soit au niveau du tourisme, économie numérique, qui sont un secteur porteur, pour pouvoir donner des stratégies pour qu'en peut-être 10 ans, on va mettre les fondements une fois au pouvoir pour pouvoir avoir une économie solide. Parce qu'une économie, elle doit être solide. Quand une économie est solide, elle va être résiliente, elle va être compétitive. Donc, c'est ça qui fait la différence entre les pays développés. Si je prends l'exemple des pays développés qu'on cite, des pays asiatiques, Europe, États-Unis, ce sont des économies qui sont solides. Quand je prends l'exemple des crises, que ce soit les crises de subprime, les crises immobilières aux États-Unis, le Covid, tout ça, l'ensemble des crises qui sont intervenues et qui nous ont impacté en tant que pays en voie de développement, pays moins avancés. Ces pays ont vécu des crises, mais n'empêche, elles ont été solides et résilientes et ont trouvé... et c'est nous qui avons subi. Oui, mais parce qu'on a une économie très fragile et une économie qui... L'ensemble des secteurs qui portent, ce sont des secteurs tertiaires qui sont en général portés par les multinationales qui a une conséquence sur une économie extravertie et très exposée. Ouais, c'est une économie exposée, moins compétitive. Et voilà, nous, par rapport à tout ça, on va essayer de voir comment en 10 ans, peut-être en 2 mandats,
mettre en place des stratégies qui vont donner une économie solide, résiliente et compétitive. Mhm. Ce sont les maîtres mots, comme on dit. Alors, Voilà. alors, quelle est la position de la coalition Diomaye Faye concernant les coopérations ou les discussions avec les autres partis? Restent ouverts ou fermés à certains ou à d'autres? Si je prends un peu l'exemple de Tahaou, avec qui aujourd'hui s'est dressée vraiment cette adversité qui est flagrante. Est-ce qu'aujourd'hui, la coalition Bassirou Diomaye Faye reste effectivement ouverte à tous les autres partis? Nous sommes pas fermés à des coalitions et à de l'adhésion. Je rappelle que depuis le lancement de la coalition Diomaye, on a même eu des problèmes d'agenda pour pouvoir rencontrer l'ensemble des partis et mouvements politiques qui veulent se rejoindre à nous. Donc, nous ne sommes pas fermés à une éventualité retrouvailles. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, à l'époque, et le président Ousmane Sonko a l'habitude même de le dire en disant que nous, on n'a pas le monopole du patriotisme. Peut-être qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté du pouvoir, qui sont des patriotes, parfois même plus patriotes que nous. Donc, nous sommes ouverts. Il faut recevoir toute entité, tout Sénégalais qui se retrouve dans notre programme et projet politique. Ce sera la même chose aussi pour Diomaye. Donc, nous sommes ouverts à des collaborations politiques parce que l'intérêt et l'objectif, c'est de prendre le pouvoir, encore une fois, de mettre en place des fondements solides pour permettre au Sénégal de sortir de cette gouffre depuis presque 12 ans. Alors, hier, le Front, ou bien le FC25 a déposé un recours au niveau du Conseil constitutionnel pour justement statuer de l'État actuellement quand le président Macky Sall décide d'ouvrir un dialogue ouvert à tous, alors que le Conseil constitutionnel lui a tout simplement demandé de fixer une date dans les plus brefs délais. Qu'attendez-vous du Conseil constitutionnel? Et si toutefois le président Macky Sall, parce que dans son discours hier, il a dit que il verra après quand il va consulter le Conseil constitutionnel pour statuer après le 2 avril. Ce qui veut dire que est-ce que ce que le Conseil constitutionnel lui a demandé, il est prêt aujourd'hui à l'exécuter ou pas? Aujourd'hui, quel sera aujourd'hui votre statut par rapport comment dire, je trouve le terme adéquat. Alors, la réaction je pense que comme les autres candidats, constitutionnel. on attend du Conseil comme on l'attendait il y a quelques semaines de cela, quand l'ensemble des candidats retenus avaient fait un recours pour demander la cassation de la loi qu'avait proposé le groupe parlementaire pour reporter les élections. Le Conseil avait donné un avis favorable par rapport à notre requête. Cette fois-ci aussi, on a joué le même rôle en tant que candidat retenu, de déposer un recours pour sensibiliser un peu le Conseil de la date et même le comportement du président de la République pour avoir fixé une date. Donc, on attend aussi un avis favorable pour nous, peut-être du Conseil. Comme la solution n'a pas encore été trouvée, donc on attend peut-être le Conseil va choisir une date et libérer les Sénégalais. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous laisse pour votre dernier mot. En tout cas, je rappelle que c'était un plaisir aujourd'hui de vous recevoir sur le plateau du Semaine Politique. Le plaisir pour moi, parce que vous êtes le deuxième organe du mois à me recevoir parce que j'avais un peu gelé les sorties. Donc, c'est un plaisir pour moi aussi de reprendre les plateaux et aussi vous encourager et dire également que le Sénégal nous dépasse nous tous. Donc, en tant qu'acteur politique, donc, on a tous intérêt que la paix revienne et que le Sénégal continue à marcher. Personne n'a le monopole de la vérité. Donc, nous vivons dans un environnement où chacun a un rôle à jouer, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit la société civile, que ce soit les chefs et les guides religieux, et ceux qui sont même dans les maisons et le commerce, les acteurs économiques. Donc, tout cet ensemble, on a tous envie de vivre dans un environnement stable, parce que l'enjeu pour moi, c'est d'avoir un pays déjà qui milite pour le développement, qui milite pour les enjeux. Parce qu'actuellement, le monde bouge. Le monde, c'est un monde d'enjeux et de compétition. Donc, si on continue à rester dans cette mirage de crise, on n'a pas fini. Donc, c'est le Sénégal qui va perdre. Et on n'a pas intérêt que le Sénégal joue ce rôle de second rôle. Je vais même conclure même pour donner par rapport à ça. Donc, actuellement, il y a la conférence mondiale du commerce qui est en train de se dérouler au niveau d'Abu Dhabi. En venant, j'ai entendu le ministre du commerce Fofana qui
qui représente l'État du Sénégal, pour au moins militer pour que le Sénégal sorte de cette catégorie de pays moins avancés pour être dans la catégorie des pays intermédiaires. Mais ces recommandations et cet objectif, donc on ne peut pas l'avoir, le Sénégal considéré comme un pays intermédiaire en ayant une crise politique qui va impacter forcément l'économie et le développement du Sénégal. Donc, d'où l'intérêt d'avoir un pays stable qui connaissent l'enjeu et qui sont un pays compétitif par rapport aux enjeux. Ça va nous permettre d'être un pays. De faire un assaut par rapport à l'autre. Donc voilà quoi, c'est juste mon dernier mot, tout en vous félicitant et vous encourageant par rapport à votre organe. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. C'était un plaisir, je vous rappelle, de recevoir le secrétaire général adjoint de l'ex-parti PASTEF, Ibrahima Thiam. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de Semaine Politique avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.